Salut tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui on va se faire un petit hors-série. Je vais vous lire un article que j'ai trouvé très très intéressant et qui devrait être su de tous les citoyens qui font partie des membres pays de l'OTAN. L'OTAN, c'est l'organisation transatlantique Nord, créée dans les années 50 si je ne m'abuse, ou 60, par toutes les officines internationalistes, mais au grand profit des Américains. Bref, je ne vais pas vous faire ici l'histoire de l'OTAN, je vais simplement vous lire un article qui est assez évocateur, surtout en ces jours de propagande intempestive, hein, tous les jours, on est assiégé d'articles et de journalistes qui nous expliquent que les Russes vont nous envahir et qu'il faut rajouter du budget à la défense, etc., etc. Mark Rutte, le secrétaire de l'OTAN, qui nous explique qu'il faut être prêt à une confrontation, etc. Le maire, le chef des armées françaises qui va s'exprimer devant les maires de toute la France pour leur dire qu'il faut qu'ils expliquent aux citoyens qui vont devoir perdre leurs enfants. Aujourd'hui, on va sortir un peu de tout ça, bien que nous ne sommes pas rentrés là-dedans, parce que voilà, moi je suis pas quelqu'un qui veut critiquer l'actualité, parce que ça n'apporte rien, et que si vous écoutez cette vidéo, c'est que déjà vous ne devez pas suivre le JT, hein, à mon avis. Les gens qui suivent le JT, ils cliquent pas sur ce genre de vidéo, et ils se tapent pas 20 minutes de podcast sur des sujets un peu plus sombres, on va dire, qui remettent en question les instances qui nous dirigent. Bref, c'était une intro un peu longue, et voilà, on est parti pour lire l'article qui se nomme « OTAN en emporte l'argent ». OTAN, ça s'écrit comme l'OTAN, bien sûr, du média éclaireur.eu. Donc média que je ne connaissais pas, je vais aller faire un tour dessus. Donc le sous-titre se nomme « La bureaucratie otanienne est corrompue », comme le montrent les enquêtes judiciaires diligentées par au moins 6 États membres visant la NSAP, sa centrale d'achat d'armes. Ici je fais directement une petite parenthèse d'entrée, mais n'oublions pas que Ursula von der Leyen, avant d'être la plus haute dirigeante de l'Europe, mais qui n'est pas élue tout de même, était en charge en Allemagne et s'occupait elle aussi des armées. Et elle avait été attrapée pour corruption, pour aussi des histoires d'achat d'armes. Et oui, elle était carrément ministre de la Défense, et il y a une somme de plus ou moins 100 millions qui a été dilapidée sans aucun contrôle. De là, elle a été parachutée à la tête de l'UE. Donc voilà les amis, si vous avez pour ambition d'être un haut placé à l'Union Européenne, n'hésitez pas à faire de la corruption, mais ne visez pas les petites dizaines de millions ou les petites dizaines de milliers, les petites acquisitions de terrain en faisant des copinages avec le maire. Non, ça c'est pour les petits joueurs. Vous devez viser dans les centaines de millions, donc vous devez déjà avoir un poste de ministre pour pouvoir avoir accès à ces marchés-là. Bref, parenthèse fermée, je continue l'article. On ne vous le dit jamais, l'OTAN est bien plus qu'une alliance militaire. C'est une organisation supranationale opérant en Europe. Une bureaucratie qui, depuis sa création, est hors de contrôle de ses membres non anglo-saxons, au point d'agir contre leurs intérêts, lorsqu'elle ne se mêle pas directement des affaires internes de ses membres. Nous ne vous rappellerons pas les réseaux Stay Behind, ces unités paramilitaires constituées avec tous les fascistes, nazis et collaborateurs que les Américains et les Anglais ont pu récupérer en Europe après la Seconde Guerre mondiale pour former une résistance prête à l'emploi en cas d'invasion soviétique. Ce sont à ces unités paramilitaires que l'on doit la stratégie de la tension en Europe entre les années 1960 et 1980, qui a donné, par exemple, les années de plomb en Italie, où les attentats d'extrême droite firent bien plus de morts que ceux du terrorisme d'extrême gauche. Ici, je fais une petite parenthèse. Les années de plomb en Italie, dont l'événement le plus évocateur restera
l'attentat de la gare de Bologne où 80 personnes furent tuées et dont un politicien avoua les faits devant un hémicycle dans un parlement ou quelque chose de la sorte, en tout cas dans une instance officielle. Les années de plomb chez nous en Belgique, pour les Belges qui m'écoutent, c'est aussi les tueries du Brabant, dont beaucoup de pistes s'orientent vers justement les réseaux Gladio et le SDRA-8, qui était la partie belge du réseau Gladio, parce que chaque pays a son unité, enfin pas une unité, mais chaque pays a sa propre branche, bien sûr. Et lorsqu'on s'intéresse aux tueries du Brabant un peu profondément, on se rend compte qu'il y a énormément de pistes qui vont dans ce sens-là. Et la réalité des événements qui ont suivi ces attentats ne peut que confirmer nos doutes, parce que juste après ça, on a eu la création du siège de l'OTAN chez nous à Bruxelles. Juste avant, il y avait le SHAPE, donc le centre de commandement de l'OTAN, et la police et la gendarmerie se sont vus fusionner, donc pour un contrôle plus efficace. Et les services de police ont été armés plus durement. Dans la même période, on avait aussi des faux attentats communistes de la cellule CCC. Voilà, donc on était dans une stratégie de la tension constante. Parce que je rappelle que les tueries du Brabant, c'est 28 innocents tués, dont des policiers, mais aussi des enfants, des pères de famille. Les mecs débarquaient dans des magasins, dans des supermarchés avant la fermeture, et ils rafalaient tout le monde sur les parkings ou même à l'intérieur. Mais ils opéraient comme des commandos. C'était pas des rigolos, je veux dire, ils tiraient pas un coup à gauche, à droite, non, ils se mettaient en ligne, espaçés. Enfin bref, ils faisaient ça de façon militaire, quoi. C'était très bien organisé avec des armes d'assaut, etc. C'était pas avec du 22 long rifle, même s'il y a eu des attaques qui étaient un peu moins bien coordonnées. Elles restent toutes extrêmement violentes. Et à l'heure d'aujourd'hui, on est toujours sans réponse de la justice. La justice qui est sur le point de classer le dossier, mais en réalité, c'est comme l'affaire Dutroux. C'est des dossiers où il y a des centaines de milliers de pages, et le juge qui va être désigné pour poursuivre l'affaire, il va même pas savoir lire tout le dossier. Voilà, comme ils le disent dans l'affaire Dutroux, les Aimé Bill, etc. Le dossier Dutroux, c'est 400 000 pages. C'est-à-dire que le juge qui a l'affaire, pour le dossier bis par exemple, il sait même pas lire tout le dossier. Il ne sait même pas. Donc c'est là qu'ils ont gagné, en faisant un tas de pistes connexes qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucune crédibilité, mais ça fait gonfler le dossier. Ah, on va suivre la piste des punks pour la champignonnière. Ah, on va arrêter 5 punks, on va faire une enquête de 2 semaines où on va interroger des vingtaines, des trentaines de personnes. Ah, mais en fait, cette piste-là, elle mène nulle part, mais elle a fait grossir le dossier de 1500 pages. Allez, bingo. Bref, je m'égare. On va continuer. Toutes les opérations extérieures auxquelles l'OTAN a participé en infraction à son mandat d'alliance défensive ont tourné à l'échec. Bombardement de la Serbie en 1999 et création du Kosovo, une catastrophe dont nous payons encore les conséquences 25 ans plus tard. ISAF en Afghanistan, une défaite totale face à des insurgés en scandale, et Shalwar Kamiz. Changement de régime en Libye, un pays en guerre civile depuis 14 ans et une crise migratoire insoutenable en Europe. Et bien sûr, cerise sur le morceau de plus d'1 million de cadavres et d'économies européennes en ruine, l'Ukraine. Comme toute bureaucratie laissée sans réel contrôle démocratique, c'est également le cas de l'ensemble des institutions européennes. L'OTAN poursuit depuis fort longtemps ses propres objectifs de manière autonome. Cette bureaucratie travaille d'abord à sa propre croissance et à l'extension de son pouvoir. Supranationale par nature, elle échappe largement à la justice. Il s'avère aujourd'hui que l'OTAN est corrompue jusqu'à la moelle. Je vais vous donner un petit exemple. J'ai rencontré un jour quelqu'un qui était en couple avec une personne qui était engagée par l'OTAN. Donc, je vous passe les détails avant de se faire engager à l'OTAN, on enquête sur vous, etc. Il y a un stage
de 6 mois avant d'être embauché. Mais une fois que vous êtes embauché, pour un poste par exemple de graphisme, pour faire les nouveaux logos, pour les mettre sur les avions, etc., le salaire net par mois est de 5 000 € net. Voilà. Et sachez que, il me semble que c'est comme l'Union Européenne, c'est comme si vous êtes parlementaire, si vous faites simplement une semaine ou une durée très courte et que vous êtes renvoyé, licencié, pas pour faute grave, mais voilà, que ça se termine, vous avez une pension à vie. Donc voilà, c'est une manne d'argent, c'est un puits d'argent, hein, faut pas oublier. La guerre est un business florissant. C'est le business le plus juteux au monde. Ça, il faut pas l'oublier. Avez-vous entendu parler de la NATO Support and Procurement Agency, NSPA, ou Agence de l'OTAN pour les acquisitions? Il s'agit d'une agence exécutive. L'OTAN en compte 5. 6 au Luxembourg et employant plus de 1200 personnes. Si vous voulez savoir pourquoi nombre d'uniformes de l'armée française ne sont plus fabriqués en France et pourquoi on a remplacé nos rations de combat, que les armées du monde entier nous enviaient, par des produits insipides fabriqués en Espagne, ne cherchez plus. Ces achats sont effectués via la NSPA. Les missions de la NSPA sont les suivantes: acquisition des systèmes d'armes et gestion de leur cycle de vie, services logistiques et de gestion de projets, soutien aux opérations et exercices, et gestion des carburants, transport et stockage stratégique. La NSPA est une gigantesque centrale d'achat qui référence l'ensemble des équipements, matériels, armes, munitions, consommables et fournisseurs disposant d'un agrément OTAN. Cela permet aux pays membres de l'Alliance Atlantique d'acheter par son entremise en toute confiance sans passer par de longs et coûteux processus d'évaluation pris en charge par la NSPA. C'est l'assurance d'acheter selon les normes STANAG, accord de standardisation des procédures, équipements, terminologie ou pratiques entre les pays membres de l'Alliance, visant à garantir l'interopérabilité. Très pratique pour les petits pays ne disposant pas de structures comme l'Under Secretary of Defense for Acquisition and Sustainment américain ou la Direction Générale de l'Armement française. La NSPA gère un gigantesque marché captif de 7 milliards d'euros pour les achats destinés aux opérations de l'Alliance, en sus de ceux des défenses nationales des pays membres qui se fournissent par son entremise. Qui dit marché captif et des contrats publics dit important risque de corruption. Imaginez un instant que nous soyons le fonctionnaire responsable de référencer les fournisseurs de munitions de fusils d'assaut calibre 5,56 OTAN, qui, une fois référencés, pourront apposer le sigle STANAG sur leurs munitions. Nous serions alors en position non seulement de toucher de juteux pots de vin pour le référencement, mais également d'en percevoir d'autres pour fausser les appels d'offres des pays membres en faveur d'un ou plusieurs fournisseurs. C'est exactement ce qui s'est passé avec des achats de carburant marin et de munitions. La lettre qui a révélé ce scandale ce 19 mai continue d'enquêter sur cette affaire. Ces marchés portaient sur plusieurs centaines de millions d'euros. Les justices belges, néerlandaises, luxembourgeoises, espagnoles et italiennes ont procédé à de multiples arrestations et la directrice de la NSPA, l'américaine Stacey Cummings, est visée par une enquête interne. Elle aurait essayé de dissimuler les malversations et de faire porter le chapeau à des cadres, comme par hasard, de nationalité française. La justice américaine s'est à son tour penchée sur ce dossier, poursuit la lettre. Il s'agit d'achats militaires. Si les référencements et les marchés sont truqués, se pose alors la question de la qualité des produits vendus. À la guerre, se retrouver avec un énorme stock de munitions non conformes ou défectueuses peut être mortel. Cela pose un grave problème de confiance, d'autant plus aigu que la NSPA commercialise également des missiles anti-aériens, des missiles et des canons anti-chars, des obus de 155 mm, bref, tout ce dont on a besoin pour massacrer efficacement son prochain. Pour les industriels, le risque que représente la corruption d'un intermédiaire aussi critique pourrait s'avérer rédhibitoire, puisque remporter un gros contrat soulèvera immanquablement la suspicion de l'ensemble des autres acteurs, acheteurs comme concurrents de cette gigantesque bourse aux armes qu'est la NSPA.
Nous n'avons pas fini d'entendre parler de cette affaire, même si la bureaucratie otanienne, dirigée par l'ineffable belliciste batave Mark Rutte, fait tout pour étouffer le scandale et déploie des trésors d'ingéniosité pour dissuader les justices des États membres de l'OTAN de se pencher davantage sur le fonctionnement de la NSPA. Ce n'est pas sans rappeler les SMS échangés par Ursula von der Leyen et le patron de Pfizer pour l'achat de 1,8 milliard de doses de vaccins anti-Covid. Je fais une parenthèse. Peut-être que cette dame, l'américaine, Cummings, justement, peut-être qu'elle sera, comme von der Leyen, mise à la tête d'un grand institut, vu qu'ils ont vu qu'elle était corruptible à souhait. Peut-être qu'elle sera promue, tout comme les membres de la police belge qui ont saboté l'enquête, qui se sont tous vus promouvoir des postes haut placés. Qui sait, peut-être on la verra à la tête de l'OTAN un jour. Qui sait. Bref, je continue. Alors que Mark Rutte exhorte les pays de l'OTAN à consacrer 5% de leur PIB à la défense, et étant donné que la plupart des membres de l'OTAN, souvent de petites puissances militaires, utilisent les services de la NSPA pour des raisons de praticité et de coût, une partie de la chaîne d'approvisionnement des armées de l'OTAN pourrait bien s'effondrer. Or, comme l'a fameusement dit le général américain Walter Bedell Smith, chef d'état-major d'Eisenhower durant la Seconde Guerre mondiale, les amateurs discutent stratégie, les professionnels parlent logistique. Enfin, notons que l'autre gigantesque bourse aux armes mise en place par la Facilité européenne pour la paix, par l'Union européenne sur le modèle de la NSPA, mais en pire car basé sur un système de compensation plutôt que d'achat, pour livrer des armes et des munitions à l'Ukraine, un pays notoirement gangréné par la corruption, est vraisemblablement entaché d'au moins autant de malversations que l'agence otanienne. Nous avions déjà soulevé ces préoccupations dès le début du conflit russo-ukrainien en ces termes. Les États membres de l'UE ont créé une bourse aux armes, une bourse au surplus militaire, une sorte de pétrole contre nourriture, usine à gaz onusienne imposée à l'Irak après la Seconde Guerre du Golfe, mais appliquée aux armes et au sang des Ukrainiens et des Russes. Avec des possibilités de fraude et de magouille innombrables, comme par exemple vendre des armes de surplus à une entreprise commerciale, puis les racheter plus cher pour livraison à l'Ukraine en se faisant rembourser par la FEP. Tout ce qui a affaire à la défense n'étant pas soumis aux règles de la commande publique est souvent couvert par le secret, la marge ainsi dégagée. C'est 100% de velours. La guerre est un racket est le titre de l'ouvrage majeur La guerre est un racket est le titre de l'ouvrage du major général des US Marines Smedley D. Butler, un réquisitoire implacable contre les profiteurs de guerre que tout le monde se doit de lire. Vous n'avez pas d'excuses, le voici, et je mettrai le lien de l'article dans lequel il y a le lien du livre en PDF. Voilà, c'est la fin de cet article. J'espère qu'il vous aura été utile et que vous approfondirez le sujet, parce que c'est très intéressant quand on sait que on retrouve des armes de l'OTAN à Marseille dans des règlements de compte entre gangs. Ça porte à questionnement. Qu'est-ce qui se passe avec ces grandes instances qui ont été créées justement en fait pour ça, pour laver de l'argent, pour détourner des fonds. Et tant que nous, citoyens, on s'en rendra pas compte et qu'on luttera pas contre ça, contre ces instances-ci, ils vont continuer tout simplement. La Cummings, elle va certainement simplement être mutée dans un autre service ou dans une autre peut-être instance internationale. Quelqu'un d'autre prendra sa place et il fera exactement la même chose. Et l'enquête, comme ils disent dans l'article, elle va certainement être étouffée par l'OTAN, parce que c'est secret défense. Voilà, c'est toujours le même jeu. Quand on rentre dans le militaro-industriel, c'est vite secret défense, hop, tout le monde la ferme, c'est terminé, on plie, il n'y a rien à voir. Voilà. Et de toute façon, peu importe... je veux dire, même en dehors des affaires militaires, le secret défense, c'est la carte joker de l'État.
Le secret défense, ils l'ont sorti aussi dans les tueries du Brabant. Il y avait certaines pistes, on peut pas en parler, c'est secret défense. Les sources, ces témoins-là, on peut pas les interroger parce qu'en fait, ce sont des, comment on appelle ça, des indices de la sûreté de l'État ou de la police. Nioul lui-même était un indicateur de la police, Michel Nioul, qui est décédé en devant, il me semble, 1 million d'euros au SPF Finance, d'impayé, mais ils lui ont jamais demandé. Donc voilà. Merci d'avoir écouté cet article, et on se retrouve très bientôt pour les épisodes sur le livre de Monsieur Aimé-Bill Dutroux, L'enquête assassinée. Au revoir et bonne journée ou bonne nuit, peu importe.